Et toi, qu'est-ce qu'elle a, ta girl? She's my girl. She's 10 years old. She had me wrapped around her finger, make me do whatever she wants. Yesterday, she told me to jump. But the most beautiful thing about her is that she has a beautiful heart, and she is 10 years old. And every time she come and get money from my pocket, she's always talking about she got to go help refugees in Africa. She got to raise money for cancer patients, and she's 10. So I love her for that. Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision innovante. Il vous a réveillé à la radio, il vous a endormi à la télévision. Il évolue aujourd'hui dans les travées du Conseil national où certains disent qu'il somnole. Merci d'accueillir Fathi Derder. Ah, si on attendait d'un élu à l'exécutif qui fasse des numéros de claquettes en Suisse, ça saurait depuis longtemps. C'est pas le cas du tout. Pour le PLR, il est essentiel de garder une vraie connaissance pratique de terrain, une formation professionnelle qui, elle, soit vraiment en phase avec le marché de l'emploi. Le monde numérique est dominé pas clairement par les États-Unis et un petit peu par l'Asie aujourd'hui. Pendant un certain nombre d'années, Freisinger était une sorte de fou incontrôlable qui partait dans tous les sens et qui n'était pas dans cette ligne zurichoise, qui n'était pas dans cette ligne rigoureuse. Je n'ai jamais voulu combattre l'UDC, je n'ai jamais dit qu'il fallait s'attaquer à l'UDC. J'ai simplement dit à un moment donné, on est un parti propre, avec des valeurs propres, qui sont des valeurs libérales. On n'a pas de raison de faire des alliances avec des partis qui sont anti-libéraux. Messieurs, Fathi Derder. Fathi, vous avez fait tellement de choses dans la vie qu'il serait plus facile pour moi d'énumérer ce qui manque à votre tableau de chasse que l'inverse. Le cinéma, la natation synchronisée. Reste que depuis votre baffe aux dernières élections fédérales, on est presque rassuré de vous voir au moins une fois boire publiquement la tasse. Journaliste de formation, le Grand 8, vous l'aviez créé sur les ondes de la première et vous le faites toujours vivre à vos détracteurs. Pour vous, être journaliste, c'est rigolo puisque vous appelez ça un loisir rémunéré. Vous vous êtes donc très vite amusé à lancer un talk show sur la chaîne La Télé en qualité de rédacteur en chef. Certains vous reprochaient de lui avoir donné des airs de talk show à la parisienne, d'autres son manque d'ancrage local. Logique pour celui qui accroche des posters de Frédéric Tadei ou de Yves Calvi dans sa chambre. Depuis, ce sont les chambres, au pluriel et fédérales, que vous arpentez sous les couleurs du PLR vaudois. Vous squattez les médias que vous aviez pourtant délaissés pour faire avancer votre nouvelle passion, l'innovation et les start-up. On vous traite parfois de provocateur narcissique ou de macho de droite, ce qui ne vous empêche pas de sourire tout de blanc denté face aux critiques. L'innovation, vous la défendez aussi dans un bouquin dans lequel vous rêvez de voir la Suisse féconder le prochain Google. Décidément, avec Fathi, la provoque se consomme dardard. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bonsoir, Fathi. Bienvenue. Pas mal de dardard. Bon, elle était facile, bien. hein. Ah, mais sympa. Sympa. Toujours efficace. Ça va alors, Fathi? Oui, ça va bien. Dans le portrait de Fred, qu'est-ce que vous retenez? Je pense que c'est la baffe, parce que vous dites depuis que vous avez perdu que c'est pas encore une défaite, c'est ça? Non, oui, je dis que c'est pas une défaite, mais c'est une baffe, oui, bien sûr. Une baffe, c'est quand même désagréable de se voir passer devant par un certain nombre de gens qui n'étaient pas nécessairement à Berne, et puis c'est pas le résultat que j'attendais. Donc si, c'est une forme de baffe. Par contre, c'est pas encore une défaite, non. Vu que dimanche, Olivier Français accède aux États, ce qui est bien probable, je resterai à Berne. Voilà, et on voit que vous êtes toujours en campagne. Moi, je suis allé me promener sur les réseaux sociaux pour voir comment vous fonctionnez au virtuel, et ça donne droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Fathi Derder. Sur Facebook, vous avez 5000 amis ou ennemis, on sait jamais vraiment en politique. Vous aimez Alain Berset, Charles Poncet, Christian Constantin, déménager sans arrêt, la Fiesta, Lausanne la nuit, le réseau, le LHC, les fraises du Valais, la dictature socialiste mais aussi les socialistes de Prilly, le Tantrabar, Gland, Par ici les enfants, DJ Jerem, Karim Slama, bien se nourrir et bien se vêtir. Comme la chemise rose pour sortir du lot. Chez Payot, vous aimez autant vos lecteurs que la bière, vous en buvez quand il s'agit de faire traîner les consonnes chauvines sous les yeux du jeune voile Lucher, vous utilisez le réseau de votre maman pour écouler vos bouquins, vous défendez tellement la presse écrite que vous la photocopiez intégralement sur les réseaux ici, enfin un peu partout quoi. Vous êtes parfois une caricature mais ouf, on vous reconnaît jamais, c'est souvent vos détracteurs qui portent la culotte dans l'argumentaire et vous kiffez Fred Recrozio. Elles disent, le tofu c'est comme la viande, elles disent, il est bon le moniteur, elles disent, j'aime pas les gros chiens, ça grogne et ça bave sur Les réseaux sociaux, Fred?
Les détracteurs sont aussi sur les réseaux sociaux. Vous les laissez faire souvent, je vois. Oh oui. Il n'y a pas de... Vous venez rarement rajouter une petite pique. Non. Et vous les enlevez pas d'ailleurs. Non, j'enlève Laissez pas. aussi les... Non. Quoi qu'on dise sur les réseaux sociaux, moi je laisse. Enfin, à moins que ce soit de l'injure, de l'insulte. Mais non, je pense que c'est l'intérêt principal de Facebook. Moi j'aime beaucoup Facebook pour ça. J'ai jamais très bien compris à quoi servait Twitter. Je l'utilise un petit peu parce que je pense que c'est un canal d'information qui peut être utile. Mais le rôle de Facebook, c'est quand même avant tout de pouvoir échanger, de pouvoir débattre, de pouvoir discuter. C'est une plateforme d'échange. Donc ensuite il y a des pics, des attaques. Oui, ça vous permet aussi de un peu voir, avoir la température de l'opinion publique. Oui, non, clairement. Mais si on devait Beaucoup formaliser... plus que dans la rue. Oui, beaucoup plus que dans la rue, oui, bien sûr. Dans la rue, les gens vous parlent de manière beaucoup plus polie. Sur les réseaux sociaux, on se permet de parler un peu n'importe comment et ça, c'est un peu agaçant, ça c'est certain, c'est saoulant. Mais bon, ça fait partie de la vie publique. Je veux dire, avant de faire de la politique, quand je faisais de la radio, ensuite quand on se met à faire de la télé, ça devient la catastrophe, c'est encore pire parce qu'on vous reconnaît dans la rue. Donc à partir du moment où vous vous exposez, que vous vous engagez, on estime que vous êtes un narcissique, je crois que c'est le terme qui est utilisé. Voilà. Forcément égocentrique, forcément imbu de lui-même, forcément donneur de leçons. Et donc on apprend, ça fait quand même 20 ans maintenant que j'apprends. Les premières fois, il y a 15-20 ans, quand j'ai commencé le journalisme, ça m'a un peu choqué. Puis ensuite, on s'habitue. En même temps, ça fait partie du jeu. Et oui, puis, c'est grâce à ça qu'on vous connaît, c'est grâce à ça qu'on vous reçoit dans les médias, peut-être un peu plus que les autres aussi. Est-ce que, grâce aux réseaux sociaux, vous arrivez encore à dire quelque chose de profond sans qu'on ait tout de suite l'impression que vous mettez le feu aux poudres? Ouais, c'est difficile d'aller vraiment profondément dans le débat. Mais ça permet d'avoir un feedback. C'est vrai que tous les articles que je mets en ligne, ça m'intéresse d'avoir les avis des gens qui les ont lus, pas lus, qui donnent leur avis, qui argumentent. Et si vous avez certainement vu en parcourant qu'il y a des remarques, parfois un tout petit peu futiles, parfois plus justes, parfois agressives, mais c'est intéressant, c'est utile. Alors je réponds pas à tout, j'enlève pas les attaques, je n'y réponds pas à toutes parce que j'ai pas le temps. Très franchement, on n'a pas le temps de le faire. Mais par contre, je parcours régulièrement, je regarde, je lis, et puis ça me donne une indication assez intéressante sur la température, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi des arguments, des gens qui me disent, voilà, ça je trouve que c'est juste, faux, bête, intelligent. Et votre cheval de bataille, c'est également l'innovation et les startups que vous avez résumé, ou en tout cas essayé de présenter, ou en tout cas dire ce qui manquait l'innovation en Suisse dans un bouquin que vous avez sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est le cœur du blabla. Alors, cher Fatih Derder, je vous êtes très conscient des enjeux autour du numérique pour la Suisse. Alors, j'aimerais vous poser cette question frontalement. Est-ce qu'on en fait assez pour les créateurs numériques? Est-ce qu'aujourd'hui, dans le message culture, qui réserve une part de ses financements à l'innovation, est-ce que vous pensez qu'on en fait assez? Est-ce que les créateurs de l'innovation culturelle de demain vont pouvoir vraiment vivre de leurs travaux en Suisse et non pas devoir aller forcément aux États-Unis pour exporter leurs talents? Voilà, merci. Emmanuel Queneau, l'invité de la veille. Monsieur Tous-Écran. Voilà, monsieur Tous-Écran. Alors, est-ce qu'on soutient ces créateurs numériques? Oui, et je pense qu'Emmanuel suit l'actualité politique et il a dû le voir dans le message culture à laquelle il faisait allusion. On a participé à une augmentation du budget pour les artistes, qui n'était pas nécessairement évident. On est dans une période aujourd'hui de restrictions budgétaires. Ce n'est pas des choses qui sont très populaires et on a malgré tout adopté avec Alain Berset, que j'aime sur mon profil Facebook, et avec qui j'aime, après ça, j'apprécie vraiment beaucoup de travailler avec lui. On a défendu et soutenu une augmentation du message culture, ce qui est un élément important en soi. Et en plus, vous savez que maintenant, dans l'enveloppe culturelle, il y a toutes les activités de Pro Helvetia. Et Pro Helvetia axe énormément d'efforts depuis 2-3 ans, notamment sur les jeux vidéo. C'est quelque chose qui n'avait pas été très bien compris au début, mais ça fait partie de l'expression culturelle dans laquelle on est très fort en Suisse. On a d'excellents designers, on a d'excellents concepteurs de jeux. Qui bossent énormément aux USA d'ailleurs. Voilà, qui bossent pas mal aux USA, et d'où effectivement l'intérêt aussi de Pro Helvetia en tant qu'organisme international. Donc si je peux rassurer Emmanuel, mais je crois qu'il doit le savoir d'une manière ou d'une autre, il y a une volonté politique de continuer à soutenir la culture en général, et la culture numérique tout particulièrement, parce que je pense que c'est un enjeu qui est vraiment à cheval entre le domaine économique. Je crois qu'Alain Berset l'a aussi très bien compris. La culture est un domaine économique, c'est énormément d'argent, ça génère énormément d'emplois, et il y a un lien clairement entre les startups qu'on peut voir à quelques mètres d'ici à Écublanc et le travail qui se fait dans le domaine culturel. Fatih, votre ouvrage, les 10 raisons dans le fond pour que la Suisse devienne le Google de demain. Alors moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu les 10 commandements de Fatih, mais c'est vraiment les 12 travaux d'Hercule.
C'est beaucoup de travail, ouais, c'est beaucoup de travail sur lequel il faut se mettre maintenant, parce que l'enjeu, il est majeur, quoi. L'enjeu, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui dirigent le monde numérique sont américaines. Pas besoin de faire un dessin, Google, Apple, et des entreprises qui ont pas peu de moyens. Sont des entreprises qui ont énormément d'argent en cash, 200 milliards de dollars de trésor de guerre pour une entreprise comme Apple. Google, c'est 500 milliards de capitalisation boursière. Bref, énormément de moyens. Donc ces entreprises qu'on croyait confinées au numérique, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce ne sont pas du tout des entreprises simplement du numérique, ce sont des entreprises, c'est des conglomérats, quoi. Google, c'est General Electric, ils sont en train d'investir leurs milliards dans tous les domaines et potentiellement deviennent des concurrents d'à peu près tous les secteurs économiques. Le patron de la SNCF, les CFF français, disait « Notre principal concurrent d'ici quelques années, c'est Google, c'est Uber ». Et ça, c'est un élément dont on n'a pas vraiment pris conscience aujourd'hui en Suisse. L'économie numérique, ce n'est pas un petit monde à part de geeks et de start-up. C'est les grandes entreprises, c'est les grandes entreprises de demain. C'est les Nestlé de demain. Alors évidemment, le prochain Google ne sera pas suisse. Enfin, il y a très peu de chances pour qu'il soit suisse. Par contre, jouer la provoque comme ça, sur un titre de livre aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'en Suisse romande, ça fonctionne? Est-ce que, en gros, dire qu'on est complètement à la masse avec Google en grand sur la couverture, est-ce que c'est pas finalement jouer un peu la provoque et desservir le message de fond? Non seulement le prochain Google sera suisse, mais on n'a pas le choix, il doit l'être. Et quand je dis le prochain Google, je pourrais dire le prochain Nestlé. Je veux dire, c'est simplement, il y a quelques années, en 1866, quand Henri Nestlé a décidé d'arrêter de faire du gaz à combustible pour les lampadaires des rues de Vevey et qu'il a fait du lait en poudre, il a fait un pivot de start-up, quoi, en gros. Et ensuite, c'est devenu Nestlé. Donc, c'est vraiment les entreprises de demain. On n'a pas le choix. Soit on s'y met et on est les meilleurs dans le domaine numérique, soit l'économie suisse va décliner. Puis des Nestlé, des Novartis vont être concurrencés par des Google. Ça, c'est une réalité dans le monde économique et les patrons d'entreprises l'ont compris. Dans énormément de secteurs, on est en train de se numériser totalement. Les matelas Elite, que vous connaissez certainement, qui cartonnent, qui marchent de mieux en mieux, se développent maintenant avec des puces intelligentes qui permettent précisément de rester connectés. Et de savoir à terme, le nombre de nuits passées sur le lit. Exactement. Et qui permettra aussi de donner des informations, de soigner votre apnée du sommeil, qui repérera quand vous ne dormez plus comme il faut, le lit se déplacera, etc. etc. Bref, alors ça, le logiciel... votre travail à Berne, vous le faites à Berne tous les jours. Le livre, lui, il est adressé à qui? Est-ce que les gens ont besoin de savoir, en fait, en quoi les gens peuvent aider à ça? Alors, c'est pas un livre grand public. Voilà. Et puis en fait, ce livre, vous l'avez déjà raconté dans les chroniques, vous l'avez déjà raconté à la radio, vous l'avez déjà raconté à Berne. Qu'est-ce qui fait que... C'est pour vos confrères, dans le fond. Non, bon, le public numéro 1, c'est les parlementaires. Il est pour qui, ce livre? Il est pour les parlementaires, enfin non, pas pour les parlementaires, il est pour tout le monde politique. Le monde politique élu, mais aussi l'administration fédérale qui prend les lois. Donc ça nous concerne très directement. Et vous avez déjà entendu avant ces gens-là, non? Oui, mais non, mais ce qui est incroyable, ce qui m'a halluciné, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le livre, c'est qu'il n'y a pas de synthèse de toutes les mesures à prendre pour qu'on prenne conscience de cette économie numérique qui est en place. Et ça touche tous les départements, je le dis dans le livre, ça touche de l'armée, au département de l'intérieur, à la justice et police, à l'économie. Tout le monde est concerné. Mais il n'y a pas de partage d'informations. Personne n'a un résumé des enjeux de département par département. Et c'est un peu le gros problème aujourd'hui. Les départements, entre eux, ne se parlent pas beaucoup. C'est des grandes structures, c'est très compliqué, c'est très cloisonné. Et ça, c'est un outil absolument essentiel. Raison pour laquelle je travaille sur une traduction allemande maintenant, parce que... pour qu'ils le comprennent. Pour qu'ils le comprennent. Non, il y a 10 conditions, c'est laquelle la plus importante qui pourrait peut-être aider les autres à se mettre en branle? Les deux conditions, les deux premières, les deux plus importantes, essentielles, c'est les talents et l'argent. C'est les deux éléments qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment passer à un stade supérieur. Parce qu'on a à peu près tout en Suisse. On a d'excellentes hautes écoles, un système de formation absolument extraordinaire, de la stabilité politique, le fédéralisme, des PME, des multinationales, il y a à peu près tout. Mais ce qui nous manque pour passer à cette étape supérieure, pour avoir des entreprises qui se développent fortement comme Google, c'est beaucoup plus d'argent. La rengoisse américaine, peut-être aussi? Non, mais culturellement, on n'est pas tellement différents. Ce mythe selon lequel les Suisses ne sont pas des entrepreneurs est faux. Déjà, sur le site de l'EPFL, la moitié des patrons ne sont pas suisses, déjà, et puis les Suisses que je rencontre sont très entrepreneurs. Mais ce qui manque, c'est vraiment l'argent, le capital risque et les gens. Et là, les gens, on touche vraiment au débat qu'on a depuis quelques années, moi, sur l'initiative d'immigration de masse. C'est une catastrophe qu'on se mette à commencer à sélectionner, à trier, à vouloir fermer nos frontières, alors que précisément, si on veut devenir un centre de développement économique, on doit faire un tapis rouge. C'est un tapis rouge qu'on doit faire aux talents. Et pas seulement de l'Union européenne, de Chine, d'Inde, du Pakistan. On devrait les draguer et les faire venir, et on est en train de faire l'inverse. C'est pas très malin. Fatih, dans votre livre, pourtant, vous allez
vous prenez une sorte de déréglementation, parce qu'on ne va pas commencer à mettre des règles là où il faut, bon, effectivement, faire venir les talents étrangers, il faut contrer la loi du 9 février, mais par contre, c'est moins de fiscalisation, une fiscalisation favorable, et justement mettre un environnement plus libéral pour permettre l'éclosion de ces start-up. Non, oui, c'est une forme de plaidoyer assez libéral. Bon, certains m'ont reproché de ne pas être tellement libéral parce que, clairement, c'est un livre de politique économique, de politique d'innovation. Donc ça veut dire que l'État prend des mesures. Alors c'est des mesures de défiscalisation, mais ça peut être aussi des investissements. Je demande vraiment, et c'est un point essentiel, qu'on investisse massivement, qu'on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir investir dans la recherche fondamentale, ce que fait la Confédération dans les domaines des EPF, les écoles polytechniques, le Paul Scherrer Institute, le Fonds national de recherche scientifique, ça c'est essentiel. Donc c'est un équilibre entre des mesures entre guillemets libérales, parce que pour stimuler l'entrepreneuriat, il faut récompenser le gars qui veut juste simplement, à partir d'une idée complètement dingue, créer une entreprise dont il est persuadé que ça va être la meilleure du monde. Il faut l'aider, ce type. Et il ne faut pas lui pourrir la vie avec des permis de travail impossibles à obtenir parce que le gars est libanais, etc. Une impossibilité de lever des fonds parce que tous les fonds et les investissements seront taxés. Donc il faut l'encourager. Et ça, c'est des mesures, effectivement, à mon sens, qui vont dans globalement une sorte de simplification bureaucratique. Le moins on pourrit la vie de l'entrepreneur. Obama a résumé ça en disant « easier and faster ». Il faut vraiment rendre la vie plus simple et plus rapide pour les créateurs d'entreprises. Mais en gros, vous l'avez dit aussi dans le livre, hein, ces 10 conditions, c'est très vendeur. En même temps, vous avez vulgarisé peut-être ce qui manque en Suisse pour que ça fonctionne. Mais finalement, est-ce que c'était assez clair, vu la baffe que vous êtes pris récemment? Bon, ou est-ce que les gens en ont rien à foutre, en fait? C'est ça. Est-ce que les gens, encore aujourd'hui... Est-ce que c'est pas une préoccupation plus de l'élite que du paysan dans son champ ou du quotidien des gens? Non, c'est évident. C'est pas une préoccupation populaire. C'est pas le premier souci des gens dans la rue. Si tu vas faire un micro-trottoir, on va pas te dire dans une pipe, il faut qu'on ait une politique d'innovation pour le numérique. Donc non, je pense que c'est clairement pas quelque chose qui... Mais est-ce qu'on peut résumer mieux que ça, avec une autre couverture encore, être encore plus simple, encore plus clair? Qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour essayer de faire comprendre que c'est important? Je répète, je ne l'ai pas dit sur ce plateau, mais je l'ai dit 1000 fois pendant la campagne. Ce n'est pas un livre de campagne. Je n'ai pas fait un livre pour la campagne électorale. J'ai vraiment fait pour qu'il y ait une trace de ce besoin qu'on a d'avoir une vision d'ensemble. Tous les secteurs sont concernés. J'ai fait cette synthèse de plus que 10 mesures, c'est 10 conditions. Et en fait, sous ces conditions, il y a 50 propositions qui sont très concrètes, même à la limite un peu chiantes, parce qu'elles sont très techniques, mais qui doivent rester et qu'on doit retenir. On pourra en ajouter d'autres. Mais donc, ce n'était pas un livre de campagne. Et ce n'est pas une chose qui est vendeuse, parce qu'aujourd'hui, on a des soucis qui sont ceux qu'on évoque dans les médias tous les jours. On a un problème d'asile, typiquement. Voilà. On parle du fameux chaos de l'asile, alors qu'il n'y a aucun chaos de l'asile en Suisse, aucun de ces réfugiés syriens ne vient en Suisse, ils passent tous au nord, mais le sentiment général est que le problème est là. Et là, alors là, je suis sur un terrain mais qui a 1000 lieues de ça, et qui est même un peu casse-pied et inintéressant. Et puis certains me disent, ouais, alors, il veut faire un Google. Non, mon but n'est pas de faire un Google. Mon but, c'est que la Suisse ait des grandes entreprises qui remplacent celles d'aujourd'hui. Mais j'avais pas d'illusion. Je pensais pas que ça allait convaincre des électeurs. Rapidement, si vous n'êtes pas réélu, on voit que vous êtes très à l'aise sur un plateau, on voit que ça vous plaît bien. Ce serait quoi la suite pour vous? Le journalisme reviendrait un peu? Le journalisme, de toute manière, j'ai jamais arrêté d'en faire. On a beau m'avoir appelé perpétuellement ex-journaliste, j'ai toujours continué à être journaliste. Alors vous en faites suffisamment peu pour pas qu'on vous tape trop dessus? Ouais, ça va. Bon, j'ai fait pas mal de chroniques dans le matin, dans le temps aujourd'hui, dans la GFI, et tous les matins à LFM aussi, donc c'est quand même pas mal de boulot de journalisme. Mais est-ce qu'il y a un autre défi qui vous intéresserait au-delà de tout ce que vous avez fait? Je vais pas reprendre du journalisme à plein temps. Non, ça c'est certain. Enfin, je pense pas. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très très précis qui se libère. Je préférerais me lancer tout en restant journaliste, dans des activités lancer votre start-up, c'est ça? Ouais. Investir dans des start-up. Pas investir, non, je pense que j'ai pas assez d'argent pour être investisseur, mais de lancer des projets, oui, j'en ai 2-3 qui sont sur les rails. Mais ça, c'est vraiment, si je suis pas réélu, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que dimanche, Olivier Français va être élu aux États. Voilà, le petit sourire canassé. C'est ça, en fait, qui fait que ça marche et qui fait que vous énervez pas mal de monde aussi, en fait. Ouais, non, l'assurance. Mais t'énerves de toute manière des gens. Est-ce que vous êtes vraiment aussi sûr de vous que vous le montrez sur les plateaux? Mais bien sûr que non. Quand vous rentrez le dimanche chez vous, est-ce que vous êtes aussi sûr de vous? Mais bien sûr que non. C'est évident que non, mais qui est sûr de lui? Moi, j'en sais rien. Fred Vallet? Oui, mais lui, il a un ego. Non, mais non, bien sûr que non. Je suis pas sûr de moi. Je doute énormément. Je me remets beaucoup en question. Mais c'est pas l'image qu'on donne. Je ne vais pas me battre contre ça. Si vous voulez, je peux essayer de pleurer. Oui, faites-nous verser une petite larme, s'il vous plaît. Non, je suis pas du tout sûr de moi. Mais j'aime, à part ça, j'aime beaucoup ça. J'ai jamais découvert ça, et j'aime cette échéance de dimanche
Et cette possibilité de se dire, voilà, alors, à passer la déception, la baffe dont vous parliez, de se dire, tiens, il est possible que les électeurs décident que je dois faire tout autre chose. Dont acte, et puis c'est chouette dans une vie. Je trouve ça vraiment bien de pouvoir redémarrer tout autre chose sur de nouvelles bases, et je vais le faire un peu vexé, bien sûr, parce que c'est pas sympa de perdre, mais je démarrerai d'autres choses, j'ai un tas d'autres projets. Mais est-ce que je le répète une dernière fois? Olivier Français sera élu. Alors, celui qui a énormément d'ego aussi et qui n'a pas peur de perdre, alors pour l'instant il n'a pas encore perdu une seule fois sur notre plateau, c'est Quentin Mouron, l'écrivain, et il est au pied de la lettre. Loué instant au Paléo, vous resterez toujours prisonnier de votre nom. Cher parti bourgeois démocratique, vous avez été fondé suite à l'expulsion de l'UDC des conseillers fédéraux Schmitt et Widmer-Schlumpf. Au fond de vos grisons, vous aviez tout loisir de vous intituler Bürgerliche Partei. Seulement, en devenant national, vous avez également dû vous franciser, je veux dire vous traduire. Et vous voici grevé d'une tare lexico-sémantique énorme, car vous ne devez pas ignorer que le mot bourgeois, depuis 150 ans au moins, a une connotation éminemment négative. Vainqueurs, héros de la Révolution française, les bourgeois furent rapidement tournés en dérision, par la noblesse d'abord, par le prolétariat ensuite, par les artistes surtout. Le bourgeois a été littéralement et littérairement façonné par Balzac, par Flaubert, par Baudelaire, par Zola, par Brel. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Dans l'imaginaire collectif francophone, c'est un être mesquin, petit, replié, avare, criminel parfois. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Comment voulez-vous fonder un parti crédible sur un tel personnage? Comment pouvez-vous espérer une progression quelconque quand, dans l'imaginaire collectif, votre nom est aussi lourd à porter que cela? Si le Parti communiste français restera longtemps associé aux purges staliniennes, il est fort possible que le Parti bourgeois démocratique ne s'émancipe jamais totalement du Homais de Flaubert. Chers amis, gesticulez, glapissez, protestez, louez instant au Paléo, vous resterez toujours prisonnier de votre nom. Ça vous a Alors plu, lui, il est sûr de Fatih lui, hein, ça marche bien. Hein. Ah oui, ça me plaît. Non, j'adore Quentin Mouron. J'ai rien lu à part ça, par contre, de lui. Mais c'est un personnage, une vraie personnalité. Ouais. Et il n'a pas de tort. Sur les bourgeois ouais. associés aux cochons. C'est pas un terme que je trouve très, très heureux, quoi. Mais bon, voilà. Et puis, si vous le voulez bien, on va retrouver des gens chez qui vous avez écrit le matin. Et oui. C'est le duplex, juste après le jingle. Thierry Brand, bonsoir, racontez-nous tout. Alors, je vous entends pas très bien, mais je pense que je suis à l'antenne. Alors, vous savez que le matin adore les histoires d'animaux. Alors, on va vous raconter demain une histoire d'animaux qui s'est déroulée à Bienne. Figurez-vous qu'un petit malin s'est mis dans la tête d'insérer des lames de rasoir dans la nourriture qu'on jette aux cygnes, en l'occurrence des pommes, parce qu'aujourd'hui on donne des pommes aux cygnes, on donne des fruits et non plus du pain. Et puis, heureusement, les cygnes n'ont pas mangé cette nourriture, mais ça aurait pu être très grave parce que les cygnes ne mâchent pas. Donc voilà. Ah. Et ils ne se rasent pas non plus. Thierry, pourquoi cette news aujourd'hui ? Eh bien, simplement parce que c'est un de nos enquêteurs qui est tombé sur l'affaire et qui a enquêté. Donc, c'est une nouvelle qui est propre au matin. C'est un de nos reportages de demain. Vous aimez les cygnes, Fatih Derder ? Fred va les mort de rire. Non, mais oui. Enfin, non, pourquoi je dis non ? Non, j'aime bien les cygnes. Mais ce que dit notre confrère est juste. Les sujets d'animaux intéressent beaucoup les lecteurs. Et puis, mais vous avez participé au débat parlementaire sur la question, notamment du statut de l'animal, statut juridique, hein ? Oui. Non, j'ai eu cette chance de la commission de la Caisse de CG. On traitait des questions animales. Et j'ai pu suivre pendant 2 ans un feuilleton absolument épique et historique sur le célibat des lapins. J'ai une collègue parlementaire qui voulait à tout prix interdire qu'on autorise de garder un lapin tout seul dans son clapier. Et Fred qui est parti, il est en train de perdre son sang-froid. Bref, merci Thierry Brand. On ouvrira le journal demain pour voir votre enquête. Désolé, les signes, ça me fait rire toujours. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Thierry. Bonne soirée. Fatih Derder, merci beaucoup. De rien. Vous allez faire quoi ces prochains jours pour vous détendre ?
Demain matin, je vais lire le matin, parce que je pense que ça passera quand même par ça. Et puis sinon, non, je vais passer une journée de dimanche à suivre les résultats. Mais moi, j'ai une question, Fatih, que je n'ai pas eu le temps de vous poser. Oui. Vous parlez d'insuffler la folie à la jeunesse. Et vous, qu'avez-vous fait de fou dans votre vie? Oh là! À part se lancer dans le journalisme. Comme exemple pour nos jeunes. Bon, à part se lancer dans le journalisme, ça a été par exemple notamment d'arrêter le journalisme. Disons que du jour au lendemain, quand j'étais à la Radio Suisse Romande, au service public suisse où tout allait bien, une carrière toute tracée, toute dessinée, j'avais pas envie de risquer de me retrouver 30 ans après dans le même poste à me dire mince, t'as fait que ça dans ta vie. Et donc j'ai démissionné pour lancer la télé à l'époque. Et puis ensuite, après la télé, je me suis rendu compte que je refaisais le même travail. Donc je me suis dit, il n'y a pas assez de changement. Donc il fallait que je change complètement de vie. Et j'ai fait de la politique parce que ça me passionne la politique, et puis aussi parce que je pense qu'il ne faut pas rester dans des rails tout tracés. Si on a la possibilité de changer de carrière, de perspective, de quitter le matin pour passer à un nouveau média innovant, je pense qu'il faut le faire. Et c'est ce que je vous disais avant, c'est ce que j'aime bien aussi avec Dimanche, parce que finalement Dimanche, c'est de la folie que d'autres décideront pour moi, mais je serai obligé soit de continuer, soit de redémarrer complètement autre chose. Merci beaucoup. Merci Fatih. Merci pour l'invitation. Et puis vous connaissez le face caméra. On va vous laisser retrouver cette ambiance de quand vous étiez à la télévision. Vous avez cette caméra ici. Vous avez 30 secondes pour raconter tout ce que vous voulez. Dire bonjour à la famille. Va être élu, peu importe, tout ce que vous voulez. Vous êtes libre et nous, on s'en va. Un message fou, Fatih. Un message fou. Puis la fin, comment est-ce que je sais que c'est la fin? Vous verrez, ça va sonner. Non, mais c'est pas un message fou, mais je vais rebondir sur ce que disait Leïla tout à l'heure. Je pense que la classe politique suisse doit vraiment intégrer aujourd'hui beaucoup plus la folie d'oser des choses nouvelles, parmi celles que je propose aussi pour les conditions cadres pour les startups et l'innovation, et garder la mémoire. Ne pas oublier aujourd'hui qu'on est un pays qui n'a jamais pas été éternellement riche, qui a été très, très, très pauvre et qui doit se battre tous les jours pour rester un pays prospère. Et ça passe par notamment les questions migratoires. On doit rester un pays ouvert. Voilà. Pour le reste, j'espère que dimanche, les résultats, vu que Fred l'a dit, seront dans le bon sens et que Olivier Français sera élu aux États et que je puisse rester à Berne. Voilà donc une question pour Luc. Écoute, j'ai même deux questions pour être précis, si j'ose. La première, je me souviens que tu avais combattu très fortement à l'époque le vote électronique au Conseil des États. Ce vote électronique, ça rend très transparent tous les votes. Maintenant, on sait ce que vote tout le monde. Est-ce que c'était pour éviter que tout le monde sache que tu étais d'extrême gauche et que tu votais extrêmement à gauche? Puis deuxième question, est-ce que tu te réjouis de siéger au Conseil national avec moi à la fin du mois?